professeur Didier Raoult, que pouvez-vous nous dire concernant l'épidémie de monkeypox? Bon, pour l'instant, on a l'impression que, d'une manière étonnante, c'est un mécanisme de transmission qu'on ne connaissait pas. Ça apparaît surtout qu'une MST, si vous voulez, plutôt chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Pour l'instant, c'est ça à quoi ça ressemble. On verra si ça s'étend au-delà de ça. Mais encore une fois, je pense que dans ce domaine comme dans d'autres, c'est difficile de prédire. On verra bien. Pour l'instant, on n'est pas face à une pandémie terrible, mais à un développement d'une nouvelle forme d'infection liée à un changement d'écosystème. Bon, on verra bien ce que ça donne ultérieurement. Une chose intéressante, c'est la plupart des gens qui sont suspects de monkeypox ont des varicelles, plus ou moins graves. Et donc, ça rappelle, je veux dire que il y a des trous que j'avais identifiés il y a très longtemps, hein, dans le livre que j'avais publié sur les vaccins, que la France, pour des raisons qui m'échappent, n'a jamais introduit la vaccination contre la varicelle chez les enfants. J'ai vacciné mes enfants. Hein. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a plus de varicelle. Donc c'est une maladie qui n'est pas totalement éradicable, mais probablement plus facile à éradiquer, en tout cas, que le coronavirus, qui tue des enfants, qui donne des formes graves, qui peut donner des formes graves chez les immunodéprimés, et pour lequel nous avons un vaccin qui marche, qui est anodin. Et vous voyez, pourquoi est-ce que la France n'a jamais eu de politique vaccinale sur la varicelle? C'est quelque chose qui est étrange, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi on ne vaccine pas dans ce pays les enfants contre la varicelle. C'est une chose étrange. C'est une vraie maladie. Il y a plusieurs centaines de milliers de cas. On a l'impression qu'il y en a eu moins, d'ailleurs, pendant tous les épisodes de Covid. Mais si un jour, ce qui est possible, mais ce qui n'est pas sûr, on décide d'être un peu raisonnable sur les vaccins, c'est-à-dire de regarder vraiment en coût de protection, de nombre de cas, de cibles, de qui vacciner, la vaccination contre la varicelle trouvera une place importante, d'une part pour la protection du zona chez les sujets de plus de 50 ans, ça diminuera le nombre de zona, ou chez les gens qui ont un risque de zona plus grand, et puis d'autre part chez les enfants, parce que la varicelle est une maladie qui a un certain nombre de complications, parfois de forme grave, en particulier chez les immunodéprimés, mais pas seulement, et puis des conséquences sociales importantes dans les familles. Donc voilà un vaccin dont personne ne veut parler, qui a probablement une vraie place, dont on ne sait pas pourquoi, chez nous, cette place, il n'y a pas trouvé de place. Alors, vous voyez bien que les politiques vaccinales sont des politiques dans lesquelles la part de la connaissance scientifique est marginale. C'est des décisions politiques, ça coûte cher, ça coûte pas cher. Moi, je vous rappelle que pour la vaccination contre le papillomavirus, qui donne des cancers chez les hommes et chez les femmes, parce qu'on a trouvé les cancers, c'est une maladie sexuellement transmise, hein, parce qu'on a trouvé d'abord les cancers chez les femmes, pendant des années en France, on a remboursé le vaccin que chez les femmes, et puis ensuite chez les gays, avant de dire, écoutez, on va vacciner tout le monde, ce qui est le minimum pour une maladie qui est sexuellement transmise. Moi, j'ai appris ça quand j'étais tout petit. Pour les maladies sexuellement transmises, il faut vacciner les deux partenaires. Enfin, c'est comme ça que ça s'attrape, quoi. Vous voyez, donc, on peut pas dire que la rationalité dans le choix des vaccins n'ait jamais été à la mode. C'est une affaire de passion, de décision, parfois économique, parfois de lobbying, parfois, je sais pas, mais en tout cas, si vous voyez qu'il y a des différences aussi énormes d'un pays à l'autre sur la vaccination, c'est que c'est un phénomène politique plus qu'un phénomène scientifique, sinon on serait tous à peu près d'accord sur ce qu'il faut faire. Donc il y a une vraie question, la varicelle pose cette question, donc du coup on voit beaucoup plus de varicelle, si vous voulez, et d'ailleurs de manière intéressante, un de mes collaborateurs me disait, nous, quand on était jeunes, qu'il y avait encore de la variole, quand j'ai commencé mes études, on différenciait la variole et la varicelle par le fait qu'il y avait c'est des vésicules, hein, qu'on a, puis qui viennent des pustules, et que dans la varicelle, il n'y en avait pas, alors qu'il y en avait sur la paume des mains, alors qu'il y en avait dans la variole. Et là, maintenant, on voit des varicelles, comme il n'y a plus de variole, que c'est plus un phénomène de distinction entre les deux, bien sûr, il y a des varicelles sur lesquelles il y a des lésions sur les mains aussi. Voilà, donc c'est pas un signe clinique qui permette réellement de les distinguer. Voilà. Donc on verra bien ce que viendra, le monkeypox, mais pour l'instant, je ne vois pas de signal particulièrement alarmant. Voilà. Pouvez-vous développer les mutations qu'a connues le SARS-CoV-2 depuis 2 ans? Oui, je pense qu'il y avait une erreur basée sur une vision théorique. C'est compliqué. Quand les virus sont devenus des virus humains,
dont l'épidémie et la transmission est exclusivement humaine. Ça veut dire que ces virus se sont depuis longtemps accoutumés, adaptés, co-développés avec les humains. Et là, leur capacité, et c'est la même chose pour les animaux, quand ils sont développés pour un groupe d'animaux spécifique, ils cessent d'évoluer. Ils sont parfaitement adaptés. C'est par exemple le cas du virus de la rougeole qui a peu de mutations, quelques-unes, mais relativement peu, parce que c'est un virus humain depuis très longtemps. Les virus qui sont humains depuis peu de temps, eux, au contraire, n'ont pas trouvé leur forme définitive. Ils s'adaptent petit à petit. Nous, on connaît ça très très bien sur les bactéries pathogènes, parce que depuis 20 ans, on a montré que les bactéries pathogènes, en réalité, étaient des bactéries qui, contrairement au modèle dominant, sont des bactéries qui sont plus petites, de plus en plus petites, et qui ont un mécanisme d'économie qui fait qu'elles ne gardent que les gènes indispensables, et cela, vous ne pouvez plus les toucher. C'est pareil pour les virus. Donc si on compare, si on regarde des virus qui ont fini leur évolution, leur capacité à changer est relativement plus faible. Et puis, il y a pour les virus ARN une question, c'est que s'il y a tellement de mutations, il y a tellement d'erreurs quand on duplique de l'ARN que pendant longtemps, on a pensé qu'on ne pouvait pas avoir de grands virus ARN. Alors, ces coronavirus, ce que l'on a actuellement, sont des grands virus ARN, et donc ça veut dire qu'ils ont un système de réparation qui fait que parmi les erreurs, il y en a qui sont réparées. Mais on pensait, jusqu'à avoir des dizaines de milliers de séquences, que ce système de réparation était relativement efficace. Or, ce que l'on voit, c'est si vous comparez sur ce travail le nombre de mutations par an du virus, du coronavirus, du Covid-19, à celui de la grippe, vous voyez qu'il a 2 fois moins de mutations. Il n'a pas 10 ou 100 fois moins de mutations. Il a 2 fois moins de mutations. Donc, je veux dire, il mute comme les autres, il fait des variants comme les autres. Et donc, l'idée que ces coronavirus n'allaient pas muter est une idée qui n'est pas raisonnable. Ils perdent même des gènes. Hein. Il y a au moins 2 gènes, plus une partie dont on pensait qu'elle était absolument indispensable pour être pathogène, qui a disparu. Donc, bien sûr, les virus qui sont en cours de changement d'écosystème évoluent assez rapidement et ont une taille qui diminue en général au fur et à mesure qu'ils ont une adaptation qui est plus précise. Pouvez-vous développer le lien entre migration et recherche scientifique ? Oui, bien sûr, parce qu'on voit des choses. D'abord, il faut que vous sachiez, j'ai un point de vue, moi, qui est très biaisé par mon histoire personnelle. Mon père était professeur du service santé des armées, spécialiste en nutrition, un des premiers spécialistes en nutrition au monde. C'est comme ça que je suis né au Sénégal, parce qu'il avait construit, je crois, la première unité de recherche sur la nutrition tropicale. Et il a participé à la création de la FAO, qui est l'organisme de l'ONU pour la nutrition. Il a été... il obéissait pas beaucoup, c'était pire que moi. Il obéissait très peu, bien qu'il soit militaire, hein, il a fini général, mais il obéissait pas beaucoup, et au bout d'un moment, il a préféré se mettre en marge de l'armée et rentrer comme consultant à l'OMS. Et à l'OMS, on lui a demandé, en 1963, de faire un bilan sur l'état nutritionnel de l'Algérie après l'indépendance. Et donc, vous allez voir cette image, ce qu'est l'image nutritionnelle de l'Algérie. Donc, mon père s'est occupé de redresser la situation en termes de nutrition, en faisant des choses que vous pourrez connaître chez moi, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait une poudre pour les enfants qui soit faite avec des produits locaux et pas importés, Nestlé, mais faire une poudre locale, c'est ce qu'il a fait avec des pois chiches. D'ailleurs, vous voyez, les pois chiches redeviennent à la mode parce que c'est plein de protéines, les pois chiches. Il a créé une école de diététicienne. Cette poudre s'appelle la superamine. Donc, chaque fois que je rencontre des gens qui ont 50 ans, ils connaissent tous la superamine. Donc, mon père qui a mis au point la superamine. Et donc, il y a 3 usines de superamine qui ont été construites en Algérie pour nourrir les gosses. Ensuite, il a créé une école de diététicienne. Et ensuite, il a fait faire des menus pour les gosses pour que, à partir du moment où ils allaient à l'école, en mangeant à la cantine, ça couvre leurs besoins nutritionnels de la journée. Mais il faut voir que l'Algérie, au moment de l'indépendance, était dans un état de dénutrition qui n'était pas digne d'un département français. Donc, je ne sais pas si je vais me fâcher avec des gens qui étaient des soutiens importants pour moi, mais la réalité, c'est celle-là. Et l'espérance de vie, depuis que l'Algérie s'est séparée de la France, n'a pas cessé de grimper de manière considérable. L'écart qu'il y avait entre les Algériens et les Français en termes d'espérance de vie était de 25 ans. D'accord, c'est en train de se rattraper entièrement quand même. Hein. Donc,
c'est la même histoire que notre opinion sur le fait qu'on apporte le bien, le progrès et la santé au reste du monde, mais si on regarde la réalité maintenant telle qu'elle était, c'est pas aussi clair que ça. D'accord ? Donc si les gens voulaient se séparer, c'est qu'ils avaient des raisons de se séparer. Il faut se méfier actuellement du fait que la situation dans laquelle nous sommes ne fait pas rêver le reste du monde. C'est une situation quand on voyage, quand on va en Algérie, quand on va ailleurs, vous savez, notre monde ne fait plus rêver. Donc l'idée que nous sommes la lumière du monde est une idée qui est en train de basculer actuellement. Donc il faut y faire attention. Et ça se traduit avec le fait, pour revenir à la science, et donc tout ça c'est des données vérifiables, hein, vous regardez, c'est l'envers d'une data. Moi je vende jamais les données, hein, je spécule pas trop sur ce qui devrait être à côté de ce qui est. Eh bien moi je regarde, on fait une telle chasse aux très grands scientifiques, il y a une telle jalousie d'État qui s'est installée dans ce pays que les plus grands scientifiques de ce pays, pour la plupart, sont tous à l'étranger. Donc on a un prix Nobel qui est en Allemagne, on a le plus grand pneumologue du monde qu'on a mis à la retraite ici, donc parti en Allemagne, le génétique Jean-Laurent Casanova, qui fait génétique des maladies infectieuses en pratique, est à New York, même si l'INSERM demande à avoir un pied dans la production scientifique de Jean-Laurent Casanova. Il en est de même de Patrice Nordman et de Poirel. On a dit non, mais gardez quand même un label INSERM, comme ça on peut dire que vous êtes un peu en France. Mais ils sont partis. Et donc, et je comprends bien qu'ils soient partis. Honnêtement, moi il y a 20 ans, je suis vraiment parti aussi avec ce qu'on m'a fait subir et avec ce que je suis scientifiquement. Donc il y a quand même une chasse à l'élite scientifique qui n'est plus acceptée comme élite scientifique dans ce pays, et donc qui s'en va. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que moi, depuis que je suis en train de m'occuper d'un certain nombre de choses, il y a 12 personnes qui sont venues ici, qui étaient des étudiants, il y a des étudiants de 12 nationalités différentes que nous avons recrutés comme titulaires en passant par ici, parce qu'ils étaient bons. Et je vous rappelle que la gestion de notre pays a été telle qu'il y a un moment où nous formions 3000 médecins par an avec notre numerus clausus qui était devenu complètement délirant, et où on importait 8700 des pays non européens pour faire des médecins en France parce qu'on les faisait pas. Donc on peut pas, si actuellement, je sais pas quels sont les chiffres, j'ai regardé il y a 3-4 ans, la moitié des gens qui sont en thèse en France sont d'origine étrangère. Donc actuellement, les gens qui font la science, qui font la science en France et qui la pratiquent sont très souvent des étrangers. Dès qu'ils le peuvent, d'ailleurs, ils rentrent chez eux parce qu'ils sont plus heureux chez eux. Notre élite, les gens qui sont formés au plus haut niveau, maintenant s'en vont tellement ils sont ennuyés dans ce pays, d'accord, entre la poussée des gens qui sont frustrés de ne pas être à ce niveau-là et les contraintes administratives. Donc on a un vrai problème. On ne peut pas actuellement dire que la science française peut se passer de l'émigration, mais on devrait se poser la question, moi je le dis depuis longtemps, de savoir, attendez, mais comment on fait pour garder les gens qui sont très bons plutôt que de les laisser être persécutés. Moi j'avais proposé, je n'ai pas été entendu, mais c'est pas grave, d'avoir un médiateur des grands scientifiques pour que quand les gens en peuvent plus et veulent partir tellement on les persécute, il y ait quelqu'un qui essaie de garder, d'arranger les choses, parce que la science pousse des deux côtés, elle tire par le haut, elle pousse par la qualité des gens qui travaillent. Mais il faut des gens, il faut des leaders scientifiques, et ces leaders scientifiques sont en train de disparaître. Alors, et donc ça, c'est des chiffres aussi, il suffit de regarder, il y a 3-4 sites que vous pouvez regarder pour savoir qui sont les grands scientifiques français, et qui restent en France. Alors, vous n'avez pas toujours, parce que les gens, dans les highly cited, vous voyez qu'ils sont pas en France, où on marque qu'ils sont en France alors qu'ils ne le sont plus. Moi, je sais lire ça parce que je connais ce métier depuis 30 ans. Même en essayant d'arranger un peu la sauce, les highly cited représentent actuellement entre 2 et 2,5% des highly cited du monde. On était à 4,5% il y a quelques années, donc ça va extrêmement vite. Donc si ceci n'est pas pris comme une urgence, si ceci n'est pas pris réellement comme ça doit l'être, et qu'en plus de ça, on n'a plus la possibilité d'alimenter la recherche
avec des gens qui ont envie de faire de la science, si vous voulez, et que la priorité de tout le monde, c'est soit de s'amuser, soit de gagner du fric, eh bien, il n'y aura plus de science du tout. Donc, encore une fois, les gens qui sont les plus motivés actuellement, que l'on voit, pour faire de la science, sont très souvent des étrangers. Il ne faut surtout pas couper ce fil-là, c'est essentiel. Tant qu'il existe, hein, tant que les gens préfèrent venir, sont d'accord pour venir ici plutôt que de rester à faire de la science chez eux ou d'aller la faire en Chine. Hein. Mais encore une fois, c'est un bénéfice considérable que l'on a d'avoir encore des gens qui souhaitent venir se former ici, à condition qu'on les traite correctement. Et donc on peut absolument pas couper ce fil. Merci.